Salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode du cercle de suivi et évaluation. Je m'appelle Nelson Jean-François et comme toujours, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour échanger sur des sujets qui façonnent notre pratique en matière de suivi, d'évaluation et apprentissage. Nous allons aborder un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans notre domaine d'évaluation. Et pourtant, il est encore trop souvent absent dans nos cadres d'évaluation. C'est bien sûr la prise en compte de la dimension environnementale dans l'évaluation. Vous savez, nous vivons à une époque où les changements climatiques, la dégradation des écosystèmes et les crises environnementales ne sont pas des enjeux périphériques. En fait, ils sont au cœur même des réalités que vivent les communautés que nous servons. Et pourtant, posez-vous cette question. Combien d'évaluations de programmes intègrent véritablement cette dimension dans leur analyse? Pour explorer cette question avec nous, j'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui François Dumaine, un professionnel dont l'expertise et la réflexion sur l'intersection entre l'évaluation et l'environnement apporteront un éclairage précieux à notre communauté de praticiens. Salut François. Bonjour Nelson. Bienvenue dans le cercle. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invité. Nous aussi, on est super heureux de vous avoir aujourd'hui dans notre cercle de suivi et évaluation. En fait, on va essayer de commencer avec une question d'introduction. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et de votre carrière dans le domaine de l'évaluation? Absolument. Donc, essentiellement, je suis dans le secteur privé. Je suis avec une firme, PRA, depuis une vingtaine d'années. Et comme la plupart des évaluateurs, mon parcours était assez atypique, là. J'ai évidemment commencé dans un autre domaine. J'ai fait mon droit, je suis devenu avocat, j'ai travaillé avec les ONG à titre d'avocat conseil et de gestionnaire. Parce que les questions de politique publique m'intéressaient beaucoup. Alors, mais après un certain nombre d'années de faire la revendication avec les organismes à but non lucratif, je vais tenter d'avoir une autre perspective sur les politiques publiques. Et un bon copain à moi, Mark Johnson, m'a initié à l'évaluation de programme. Et puis, je suis tombé dedans et puis j'ai adoré. Puis depuis ce temps-là, je n'ai jamais considéré d'autres chemins. En général, c'est comme ça. Lorsqu'on est tombé dans l'évaluation, on ne peut pas s'en sortir. Absolument. C'est trop intéressant. J'adore ça. Une première question que j'aimerais voir avec toi sur cette problématique de la prise en compte de la dimension environnementale. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la prise en compte de l'environnement, de la dimension environnementale. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique en fait? Super belle question, une grosse question aussi. Mais essentiellement, je dirais que à sa base même, ce qu'on essaie de comprendre, c'est évidemment quelle est l'empreinte environnementale d'un programme. Et ce qui est intéressant, Nelson, c'est quand on pense à peu près à toutes les évaluations que l'on fait de n'importe quel programme, il y a une empreinte environnementale. Les gens ont tendance à penser environnement comme étant quelque chose que, si je fais l'évaluation d'un truc sur la mer ou les lacs ou les rivières ou les forêts, là, je tiendrai compte de l'environnement, mais c'est pas le cas. Tous les programmes, à peu près, qu'on va évaluer, qu'on pense dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine culturel, puis on pourrait y revenir plus tard dans notre conversation, tous ces programmes-là ont une empreinte environnementale. Et pourtant, comme tu l'as bien mentionné en introduction, pour le moment, on l'exclut. Et il faut se poser la question à savoir pourquoi on l'exclut. Et c'est ce que j'espère pouvoir discuter avec toi. Justement, on va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a justement une question sur cet aspect-là. Mais un autre élément que j'aimerais voir avec toi, c'est maintenant, OK, on sait maintenant qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, la prise en compte de la dimension environnementale. Et il y a d'autres éléments, par exemple, qu'on nous demande de prendre en compte dans les évaluations, notamment le genre, par exemple. Il y a tous les aspects de l'analyse comparative entre les sexes, etc. Maintenant, pour un évaluateur, par exemple, qui essaye de faire une évaluation maintenant,
et qui se demandent qu'est-ce que ça me rapporte, justement, d'intégrer la dimension environnementale dans une évaluation. Qu'est-ce que tu répondrais à cet évaluateur? Oui, encore là, une superbe question. Ce qui est intéressant, c'est que on doit presque retourner à la définition fondamentale de l'évaluation de programme. C'est-à-dire, quand on évalue un programme, qu'est-ce qu'on évalue exactement? Et traditionnellement, les gens ont abordé ça de façon assez étroite en disant, bon, si mon programme, par exemple, vise à... je vais te prendre un exemple là, que j'aime beaucoup utiliser. C'est un exemple qui touche au financement dans la recherche. Donc, imagine, par exemple, que le Canada, comme bien d'autres pays dans le monde d'ailleurs, investissent énormément dans la recherche. Donc, finance des professeurs, des scientifiques et tout ça qui font de la recherche fondamentale ou appliquée, peu importe. Et je vais te donner un exemple très concret. Il y a, entre autres, l'exemple que j'aime bien, c'est le financement, par exemple, d'un laboratoire, un nouveau laboratoire là, qui, par exemple, pourrait être un laboratoire qui va explorer l'univers, donc grosse infrastructure, des gros télescopes, on va évaluer, on va explorer l'univers pour mieux le comprendre. Une évaluation traditionnelle chercherait essentiellement à savoir, bon, on a investi des centaines de millions là-dedans, est-ce que maintenant on a des données intéressantes? Est-ce qu'on connaît un peu plus l'univers avant, mieux qu'on le connaissait avant? Et traditionnellement, on aurait arrêté là notre évaluation en disant voici les résultats au niveau des connaissances. Mais là, à un moment donné, on s'est aperçu que peut-être qu'il faudrait aller un pas plus loin pour reprendre ce que tu disais plus tôt, puis dire mais qui exactement a accès à ce laboratoire-là? Et là, d'avoir une analyse, par exemple, basée sur le genre, en se disant qui sont les chercheurs? Est-ce qu'on a un équilibre entre les hommes, les femmes, les plus jeunes, les plus vieux, les gens de différents milieux qui viennent de différents domaines? Alors là, je dirais que dans les dernières années, on s'est beaucoup intéressé à cette question-là, en se disant, voilà, on veut maintenant comprendre qui a accès à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre joueur dans la salle qu'on ignore complètement et qui est l'environnement. Construire cette infrastructure-là va avoir une empreinte environnementale immense. La décision de savoir où on va placer le laboratoire, comment on va le construire, quels vont être les matériaux, comment on va faire tout ça. Et ça pourrait donc avoir un impact important sur la faune, surtout que ce genre de laboratoire-là est souvent placé dans des endroits assez isolés. Et on n'est pas encore rendu comme communauté à se dire ben, l'environnement a une voix, on doit l'entendre. Quel est le plan? Par exemple, je ne sais pas si c'est une coalition de gouvernements qui va construire ce truc-là. Quels sont les plans de ce gouvernement-là pour réduire l'empreinte? Quelles sont les étapes qui ont été incluses là-dedans pour pouvoir réduire l'empreinte environnementale? Pour une raison qui est encore difficile à comprendre, on ne va pas là. Alors, il y a une voix qui n'est pas entendue. C'est comme si l'évaluation de programme s'arrêtait toujours à l'être humain. On est toujours en train de regarder là, l'être humain, notre savoir, nos connaissances, nos données, qui sont les gens qui ont accès au laboratoire. Mais à un moment donné, il faut aller plus loin que juste les personnes, puis reconnaître. Puis ce qui est intéressant, Nelson, c'est que il y a quelques décisions maintenant judiciaires qui sont en train d'émerger qui accordent maintenant une identité légale à l'environnement et qui oblige maintenant de plus en plus le gouvernement à tenir compte des intérêts de cette entité légale qu'on appelle l'environnement. Mais nous, comme évaluateurs, pour le moment, on n'est pas au rendez-vous. On n'est pas encore là. On n'est pas au rendez-vous. Et c'est justement là... J'aimerais revenir sur cette problématique. À vous entendre parler, j'ai comme l'impression que ce soit au niveau des organisations du secteur public, privé ou à but non lucratif, on ne prend pas encore suffisamment, on va le dire comme ça, la dimension environnementale dans une évaluation. Mais maintenant, selon vous, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte cette dimension? Je pense qu'il y a puis je vais être intéressé aussi là, d'échanger avec toi là-dessus parce que je n'ai pas nécessairement la réponse complète. Je pense que d'abord, il y a comme une culture qui fait en sorte qu'on a
c'est pas dans notre tradition d'aller plus loin que les êtres humains, si on veut. Alors ça, c'est difficile de changer ça. Et je pense que aussi, c'est que si on veut, là, les gestionnaires des programmes ont peur d'inclure cette dimension-là. En se disant, ben là, si on inclut cette dimension-là, est-ce que ça va me mettre dans l'eau chaude? Est-ce que je vais être critiqué parce que mon programme a une empreinte environnementale? Donc, je pense que là-dessus, il y a une certaine crainte. Et ce que j'ai entendu parfois des gens, c'est, écoutez, là, l'environnement, ça fait quand même pas partie là, de l'objectif du programme. Si on prend, par exemple, un programme comme la recherche que je viens de donner l'exemple. Mais ce qui arrive, Nelson, c'est que la plupart, en tout cas, tous les gouvernements au Canada, fédéral, provincial, municipaux, ils ont tous des engagements formels envers l'environnement. Ils ont signé des dizaines et des dizaines de traités sur l'environnement. Donc, si on travaille pour un ministère fédéral, notre gouvernement s'est engagé par rapport à l'environnement. On évalue un programme. Le moins qu'on puisse faire, c'est de donner de l'information aux gestionnaires en disant, regardez, vous avez mis en œuvre ce programme-là, votre gouvernement a des engagements par rapport à l'environnement, tout comme à l'EDI, l'équité. Alors, on va vous donner maintenant de l'information qui pourra vous aider à mieux gérer votre programme. Mais en quelque part, c'est comme s'il y avait toujours une crainte qu'on va se faire critiquer. Et je vais te dire un exemple que j'ai trouvé intéressant, que j'ai croisé dans ma pratique, c'était un programme sur le financement de la culture. Alors, c'était entre autres là, le financement de festivals et des trucs comme ça là, par le gouvernement. Et on aurait pu facilement, dans notre évaluation, se limiter à quel est l'impact de ce financement-là sur la culture, le rayonnement des artistes, des trucs comme ça. Mais on a ajouté la question environnementale et Nelson, ce qu'on a découvert en le faisant, c'est que les gestionnaires du programme avaient déjà inclus plusieurs initiatives pour réduire l'empreinte environnementale, par exemple, des festivals. On peut imaginer le Festival de jazz de Montréal, l'empreinte environnementale est considérable. Là. Tous les artistes qui viennent en avion, les foules, tous les déchets, tout ça, là, on peut imaginer facilement. Et on a pu documenter dans ce cas-ci les efforts qui avaient été faits par rapport à l'environnement. Mais si on n'avait jamais posé la question, on n'aurait jamais su que ces gestionnaires-là avaient fait un effort pour réduire leur empreinte environnementale qui était complètement conséquent avec les engagements du fédéral. Donc, c'est là, il faut briser la crainte, Nelson, d'inclure l'environnement. Il faut commencer par poser les questions de base. Ouais. Mais maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est, OK, des fois, OK, oui, c'est la crainte, mais des fois, on dit qu'on n'a pas de ressources, on n'a pas de capacité. C'est vrai. Maintenant, concrètement, la question maintenant, c'est concrètement, comment est-ce qu'on intègre la dimension environnementale? Est-ce qu'il y a des cadres qui existent? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui existent? Est-ce qu'il y a des documents, en fait, qui vous donnent des directives pour intégrer la dimension environnementale dans cette évaluation? Oui, oui, absolument, absolument. Puis j'ai entendu souvent cette question-là. Écoute, comment tu veux que je m'y prenne? C'est impossible. Moi, je suis pas un scientifique. Je connais pas ça, moi, le calcul là, des émissions et tout ça. Moi, Nelson, puis là-dessus, là, il y a peut-être un petit peu un débat dans la communauté, mais moi, je vais te donner ma perspective là-dessus. Elle est très simple, elle est très pratique. Au moment de préparer le cadre d'évaluation, tout ce que je dis aux gens, mettez une question dans le cadre. Quels ont été les efforts ou quelle a été l'approche de la part des gestionnaires du programme pour considérer l'impact environnemental de leur programme. Parce que nous, on est des experts en évaluation, là. On n'est pas des scientifiques, là. Mais notre travail, c'est de demander simplement au programme, est-ce que vous avez considéré l'environnement? Si on inclut cette question-là dans le cadre d'évaluation, tout va bien par la suite. Parce que, ou bien les gestionnaires vont nous dire non. Et là, ça nous donne une occasion, peut-être dans notre rapport, de pas nécessairement leur taper sur la tête, de dire, écoutez, vous êtes incompétent et tout ça. Au contraire, pas du tout. Mais de simplement dire, bon,
Pour l'instant, ce programme-là ne tient pas compte de l'environnement. Pourtant, le gouvernement s'est engagé. Donc, il y aurait peut-être lieu pour les gestionnaires du programme, à l'avenir, de commencer à considérer un peu plus. Ce n'est pas nécessairement à nous de dire comment le faire aux gestionnaires, mais c'est de leur dire, vous devriez le faire, le considérer. Donc, si on l'inclut dans le cadre d'évaluation, tout va bien par la suite, parce que là, on va faire des consultations, des entrevues, on va pouvoir leur poser la question, on peut voir si, comme dans mon programme sur la culture, ils ont fait des trucs, on leur dit, écoutez, donnez-nous de l'information là-dessus, on va le documenter. Ouais. Et là, on arrive dans notre rapport et on dit, regardez, à cette question-là, voici ce qu'on est capable d'offrir. Donc, de façon très concrète, c'est pas révolutionnaire, c'est d'ajouter une question au cadre d'évaluation. Oui. Et est-ce que c'est... Parce que vous dites, par exemple, que le gouvernement fédéral canadien, par exemple, a signé a pris des engagements, oui, justement, par rapport à la prise en compte de la dimension d'évaluation. Mais maintenant, imaginons, par exemple, une organisation communautaire Exactement. Qui supporte, par exemple, les personnes nouvellement arrivées, les réfugiés, etc., les programmes d'établissement et d'intégration, par exemple. Est-ce que ces organismes aussi sont tenus de prendre en compte la dimension environnementale et si oui, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? C'est ça. C'est vraiment un excellent point parce que dans un des cas, dans le cas du gouvernement, on a vraiment un engagement formel, légal, tout ça. C'est dans des lois, c'est dans des traités, des conventions et tout ça. Dans le cas des organismes à but non lucratif communautaires, ils n'ont pas nécessairement cet engagement, cette obligation légale, pour le moment, du moins, de le faire. Moi, ce que je dirais à ce moment-là, si j'étais évaluateur, je prendrais le temps de m'asseoir avec les gens du programme et leur parler de leurs valeurs. Quelles sont vos valeurs comme organisme? En quoi croyez-vous? C'est quoi votre vision au niveau de ce que vous croyez dans... Et de voir si, puis la plupart du temps, évidemment, ces organismes-là ont des perspectives assez progressives par rapport à l'équité et souvent maintenant à l'environnement. Et de leur dire, écoutez, pourquoi on ne profite pas de cette évaluation-là pour explorer ensemble cette dimension-là et de vous permettre de peut-être mieux comprendre. Et j'ai eu une collègue, entre autres, là, qui a fait des trucs comme ça avec des organismes très, très communautaires qui avaient des programmes, là, si tu veux, là, de counseling qui étaient offerts là, pour des jeunes. Et il y avait énormément de déplacements qui étaient prévus là-dedans. Tous les jeunes devaient aller vers un centre, un grand centre. C'était plein de déplacements. Et l'évaluatrice en question a eu l'occasion d'en discuter avec le programme, de dire, écoutez, peut-être qu'on pourrait regarder à votre empreinte. Le programme a dit, écoutez, pourquoi pas, on va vous laisser aller, on va voir ce que ça donne. Et dans le rapport, ce qui a été recommandé puis qui a été mis en œuvre par la suite, c'est de décentraliser le programme davantage pour permettre aux jeunes de rester dans leur communauté. On réduisait l'empreinte environnementale immédiatement et on a découvert que c'était en fait favorable pour les jeunes de ne pas quitter leur milieu. Et là, c'était du vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, je dirais qu'avec les organismes, il y a une conversation au départ qui est nécessaire et on l'espère qu'il y aura une ouverture. Oui. Donc, la question qu'ils doivent se poser, c'est quoi l'empreinte environnementale de mon projet? Exact. Et une fois que vous vous posez cette question, peut-être que vous n'avez pas la réponse tout de suite, mais au moins vous êtes conscient de ça et que vous allez justement travailler pour pouvoir comprendre et collecter les données et prendre en compte cette dimension environnementale. Absolument, absolument. Parce que si on a un programme, par exemple, dans le domaine de la santé, qu'on évalue, s'il n'y a pas déjà une conscientisation, on sait très, très bien là, que dans le domaine de la santé, l'empreinte environnementale est phénoménale. On n'a qu'à regarder avec la COVID, tous les déchets là, d'hôpitaux qui ont été générés avec tous les équipements, qui étaient évidemment nécessaires. Mais on aurait quand même pu se poser des questions sur comment cet équipement était produit, qu'est-ce qu'on faisait de l'équipement par la suite. Et là, je te parlerai même pas de l'agriculture, là, qui évidemment, des programmes d'agriculture qui sont magnifiques, puis qui, évidemment, nous permettent d'avoir de la nourriture sur nos tables. Mais l'empreinte environnementale est immense. Donc, si on s'y attarde pas, il y a quelqu'un... Parce que, à un moment donné, si je peux me permettre, Nelson,
l'auteur qui m'a le plus influencé dans ma carrière, définitivement, là, c'est Ernest House, qui est un auteur américain là, qui a fait des trucs super intéressants sur l'intégration de la justice sociale en évaluation. Et lui, essentiellement, là, pour résumer là, rapidement, ce qu'il disait, c'est pour qu'une évaluation soit valide, il faut aller bien au-delà de la rigueur méthodologique. On doit se poser la question, est-ce que toutes les personnes qui ont un intérêt dans le programme ont été entendues? Et pour lui, c'était ça l'intégration de la justice sociale. On ne peut pas avoir un programme, par exemple, pour aider les nouveaux arrivants au Canada. On ne peut pas évaluer ce programme-là sans jamais parler aux nouveaux arrivants. Ça serait absolument inacceptable. Donc, toutes les voix doivent être entendues. Et lui disait en particulier les plus marginalisés, les gens qui ne sont pas nécessairement dans une position de pouvoir. Et moi, ce que je dis, c'est on s'inspire de ces écrits-là et on se dit, si toutes les voix doivent être entendues, est-ce qu'il n'y en a pas une qui manque actuellement? Celle de l'environnement. Et je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui, mais je serais curieux de voir ce qu'il en penserait aujourd'hui. Parce qu'il était c'est des écrits qui datent quand même de certaines années. Et à l'époque, on était encore en train de parler de plus d'équité, de justice sociale, puis c'est correct. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'autre voix dans la salle. Ouais, celle de l'environnement. C'est celle de l'environnement. Absolument. Ça, c'est super intéressant. Oui, oui. En fait, il y a une tension. Des fois, c'est une tension, c'est une perception ou c'est une tension réelle qui existe entre les objectifs sociaux et économiques d'un programme et ses impacts environnementaux. Selon vous, quel devrait être justement le rôle des évaluateurs dans la prise en compte justement de ces deux éléments-là dans un programme? Absolument, absolument. C'est là qu'il faut faire, je pense, la distinction et vraiment clarifier notre rôle. Nous, on n'est pas là pour être, si on veut, là, des gens qui font de la revendication environnementale. Puis je veux dire, c'est important, là, je ne veux pas du tout sous-estimer le travail important qui est fait. Notre travail comme évaluateur, c'est de pouvoir amener toutes les perspectives. Et le développement économique et l'environnement doivent absolument être compatibles. Mais ce qui me paraît important ici, c'est surtout de ne pas ignorer certaines dimensions. Alors oui, on doit tenir compte de l'aspect économique de programme, d'objectifs économiques, mais au lieu de dire c'est l'économie ou l'environnement, c'est l'économie et l'environnement. Exactement. Puis des décisions éclairées, ça veut dire qu'on a tout mis sur la table. Donc, on peut dire, par exemple, telle initiative de développement économique, bon, voici les résultats qu'on obtient par rapport à ces investissements-là dans les petites entreprises, par exemple. On envoie un nouveau programme, des milliards pour aider les nouvelles petites entreprises au Canada, tout ça. Alors, on peut certainement analyser ça en se disant, bon, voilà, quel est l'impact économique, nombre d'emplois, croissance et tout ça. Mais si on réussit à ajouter également l'impact environnemental et l'équité, les considérations d'équité, bien là, on a tout mis sur la table pour les gestionnaires. Et là, ils peuvent se dire, ouais, peut-être qu'on pourrait en faire plus d'un côté ou d'un autre. Et on vient donc permettre une discussion éclairée, informée, mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions. On est là pour aider les décideurs à prendre des décisions informées. Alors, on met toutes les données sur la table. Oui, y compris les données concernant la dimension environnementale. Exactement. Maintenant, François, dans les 10 prochaines années, par exemple, à quoi pensez-vous que l'évaluation devrait, ou bien à quoi pensez-vous que l'évaluation va être ressemblée si on prend véritablement en compte l'aspect de la dimension, l'aspect environnemental? Oui, j'ai l'impression que on va voir à peu près le même genre de transformation qu'on a vu avec les considérations sur l'équité. C'est-à-dire que moi, je suis assez vieux, Nelson, pour me souvenir de mes premières évaluations où on avait inclus cette dimension-là de l'équité.
en se disant, on veut savoir, là, qui bénéficie de votre programme, est-ce que vous avez des données, le genre, le sexe, l'origine, tout ça, l'âge et tout ça. Et je me souviens, les premières fois qu'on a posé ces questions-là, les gens nous ont regardés en disant, mais mon Dieu, de quoi ils se mêlent? Pourquoi on me pose ces questions-là? Moi, mon programme, ça n'a rien à voir avec l'environnement. C'est comme, mon programme est ouvert à tout le monde. Pourquoi vous me posez ces questions-là? Il n'y a pas de barrière systémique, c'est impossible. Et j'ai vu, avec les années, et je dois dire, par exemple, qu'il y avait aussi beaucoup de pression qui venait d'en haut, de la part du gouvernement, même de la part du premier ministre, quand on a intégré ces dimensions-là à Ottawa. En tout cas, il y avait beaucoup de pression de tenir compte de ces dimensions-là. Donc, veut pas, tout le monde s'est habitué. Et maintenant, on pose ces questions-là et les gens se disent, ben oui, évidemment. Évidemment que mon programme, je dois vérifier s'il y a des barrières systémiques qui pourraient réduire. Et j'ai l'impression que une fois qu'on va passer par-dessus cette crainte de mettre la question dans notre cadre d'évaluation, on va s'apercevoir que, mon Dieu, c'était beaucoup moins dramatique qu'on pensait. Et on va commencer à s'habituer. Et j'ai l'impression que, comme c'était le cas dans le cas de l'équité, on va devenir, évidemment, de plus en plus raffiné dans notre analyse. Parce que j'ai l'impression, des fois, que les gens veulent intégrer la dimension environnementale puis tout de suite avoir là, des réponses ultra scientifiques, des mesures, là, comme... Et moi, je me dis, non, on commence par le commencement. On met une question, on invite les gestionnaire à réfléchir avec nous sur leur empreinte, et plus on va avancer, plus on va prendre de l'expérience, plus on va être capable de commencer à raffiner peut-être la mesure de l'impact. Mais pour l'instant, Nelson, on ne pose même pas la question. Ouais. Alors, je pense que dans 10 ans, on va regarder en arrière, on va se dire, mais comment on a pu ne pas poser cette question-là? Alors, puis peut-être aussi que les changements climatiques font en sorte que maintenant, ça devient de plus en plus évident qu'on doit poser cette question-là parce que, c'est évident qu'on a des défis environnementaux à l'heure actuelle. Mais j'ai l'impression que dans 10 ans, on va regarder en arrière, de la même façon qu'on regarde aujourd'hui, puis on se dit, ma foi, comment on a pu ne pas inclure les dimensions d'équité, alors que c'était évident qu'on devait le faire. Ça, c'est mon côté optimiste. Non, je suis super d'accord avec toi parce que, en fait, on va comprendre que, il faut le faire. On doit le faire. Je pense que c'est une question, à un moment donné, de code d'éthique, là. C'est comment peut-on prétendre avoir considéré toutes les dimensions d'un programme et d'être assis là puis de dire, mais l'environnement, non, ça, on ne le considère pas. Ça n'a aucun sens. Donc, je pense qu'au niveau même du code d'éthique, puis je regarde la Société canadienne d'évaluation et dans toutes ses valeurs, sa vision, maintenant, l'environnement prend de plus en plus de place. Puis j'espère puis j'ai très confiance que la société va continuer de faire la promotion parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça vienne aussi de la communauté, là. Il faut qu'on se donne ensemble un élan, là, puis qu'on brise cette espèce de plafond de verre qui nous empêche de poser cette fameuse question-là de crainte, là, Justement. C'est quoi le rôle des évaluateurs, justement, que les évaluateurs devraient jouer dans cette transition? Mais je réalise que ce n'est pas uniquement les évaluateurs qui doivent jouer un rôle. Les gestionnaires de programmes, les décideurs politiques, les leaders communautaires, les évaluateurs, tout le monde a un rôle à jouer justement dans ce travail-là. Absolument, parce que l'évaluation, pour qu'elle fonctionne, c'est une relation là, entre l'évaluateur et le gestionnaire. Et les deux doivent travailler ensemble. Je pense que tu l'as vu dans ta pratique. On ne peut pas réussir une évaluation si on n'a pas la collaboration du programme. Donc, je pense que c'est d'avoir cette conversation-là, de peut-être mieux documenter tous les traités, conventions et engagements pour que tout le monde soit plus au fait de ça, d'abord. Puis de commencer aussi, je pense que c'est bon d'avoir des trucs comme la société qui met cette dimension-là, par exemple, de plus en plus comme étant une compétence essentielle, puis peut-être d'avoir éventuellement dans la politique du gouvernement fédéral, par exemple, une déclaration plus explicite à cet égard-là, en disant, vous devez, comme ils l'ont fait avec l'équité, en disant, vous devez intégrer la CS+, dans vos évaluations. Ça a beaucoup aidé d'avoir
cette directive qui disait, ben voilà, vous n'avez pas le choix. Alors, on devrait peut-être avoir la même chose pour l'environnement et de sensibiliser et je pense que notre rôle aussi comme évaluateur, ça va être aussi de ne pas arriver puis lancer juste des briques là, aux gestionnaires s'ils n'ont pas tenu compte de l'environnement. Parce que là, on n'aide personne. C'est plutôt d'y aller par étapes en disant simplement, dans nos rapports peut-être, ben écoutez, il y a une belle opportunité ici pour les gestionnaires de peut-être explorer davantage cette dimension-là dans leur programme. Et je pense que c'est comme ça qu'on va tranquillement arriver à mieux... parce que, tu sais, pour moi, l'évaluation, là, Nelson, j'ai toujours dit et cru que l'évaluation existe uniquement pour informer des décisions. S'il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a pas d'évaluation pour moi. Là. Je dis l'évaluation est quelque chose de pratique qui est intégré à la gestion d'un programme et on est là pour éclairer des décisions, pas pour les prendre pour personne, pour les éclairer. Ouais. Merci beaucoup, François. Ben, merci à toi. C'était une conversation très enrichissante. Ben, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, merci. Et je pense que cette conversation qu'on vient d'avoir nous fait comprendre que la prise en compte de la dimension environnementale dans un processus d'évaluation, c'est pas optionnel. C'est une nécessité. Parce que justement, un programme, par exemple, qui ne prend pas en compte cette dimension, choisit justement de raconter seulement une partie de l'histoire. Ouais. Tu le dis à merveille. Tu as tout résumé. Merci beaucoup, François. Merci. À vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, évaluateurs, gestionnaires de programmes ou décideurs, j'espère que cet épisode vous inspire à poser de nouvelles questions, à élargir vos cadres d'analyse et justement à intégrer l'environnement non pas comme une contrainte, mais comme une responsabilité. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité au cercle de suivi et évaluation. Et bien sûr, si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un dans votre réseau qui a besoin de l'entendre. Je m'appelle Nelson Jean-François et bienvenue dans le cercle.